Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Et oui, extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des LTP Demande Conseil. Et dans ce nouvel opus, j'ai décidé de parler avec vous d'un sujet qui est de nouveau lié à la nutrition et à l'hydratation, mais plutôt en se positionnant du point de vue avant-course. Et donc, j'ai de nouveau fait appel à Manon Board pour nous parler de ce sujet. Et nous avons été également accompagnés de Maïté Lecoutier, qui est une fidèle Patreon et qui est d'ailleurs la première fidèle Patreon. Et cet épisode rejoint de nouveau l'actualité puisque Manon Board vient d'être qualifiée pour les championnats du monde de trail en Thaïlande en terminant deuxième de la course longue du trail des passerelles de Monténard, donc félicitations à elle. Et l'on peut voir qu'au niveau hydratation et nutrition, elle s'applique bien ses propres conseils, il n'y a pas de doute. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de cet épisode Demande conseil avec Manon et Maïté. Aujourd'hui, je suis avec Manon Board et Maïté Lecoutier. Salut les filles, comment allez-vous ? Salut Nicolas, salut Manon. Bonjour à vous deux. Toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission. Je commence à être habituée, c'est chouette. Déjà, je souhaitais dans un premier temps présenter Maïté. Maïté qui est une... Alors, j'ai pas peur de le dire, Maïté est la première Patreon historique qui nous a rejoint sur le groupe Patreon. Ah ouais. Donc, merci beaucoup Maïté de ton soutien depuis ces nombreux mois. Et est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui. D'abord, merci à toi Nicolas pour ton podcast. Moi, j'adore et c'est tout à fait normal de contribuer à ton projet. Donc, moi, c'est Maïté, j'ai 33 ans. J'habite à Grenoble, enfin à côté. Ça fait 7 ans que je suis à Grenoble et je pratique la course à pied depuis 8 ans. J'ai fait pas mal de routes et maintenant plutôt trail sur une distance de 40-45 km max. Et dans la vie, je suis à la fois coach sportif et à la fois vendeuse chez Decathlon. Voilà pour la présentation rapide de moi-même. C'est parfait. Bon, comme je le disais, je te remercie encore une nouvelle fois. Et à tous les auditeurs qui souhaitent rejoindre la communauté des Patreons, n'hésitez pas. Le groupe vous est ouvert et vous participerez et vous serez intégrés à une superbe communauté de gens passionnés. Alors, dans un deuxième temps, je vais faire une petite présentation du sujet qu'on va évoquer. C'est la nutrition et l'hydratation avant l'épreuve. Les périodes qui précèdent une épreuve, que ce soit un ultra ou un trail un peu plus court. Alors on a parlé la dernière fois dans un épisode précédent avec Manon de l'hydratation pendant l'épreuve, mais là je souhaitais évoquer ce sujet qui est tout aussi important, je pense, et on va certainement s'en rendre compte. Dans un premier temps, ah oui, j'ai oublié, excusez-moi de préciser, Manon, je te félicite pour le trek. Bravo, tu as passé le test de l'hydratation pendant l'épreuve avec brio, puisque tu as remporté en compagnie de notre Sissi Cusso national le trek, qui est un trail au Cap-Vert, et ni plus ni moins que devant monsieur François Daen. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur cette expérience ? Oui, merci. C'était le Girls Power. C'est vrai qu'on s'est très vite alliés du fait des multiples facteurs un peu inconnus dans cette aventure-là, puisque c'était la première pour Sissi et moi de prendre part en fait à un ultra avec le facteur de l'autosuffisance alimentaire et au niveau de l'hydratation avec des fortes chaleurs comme il y a pu y avoir au Cap-Vert. C'était pas une mince affaire. Mais au final, de mon côté en tout cas, ça m'a pas vraiment posé souci, malgré les 40 degrés et puis le côté sécheresse un petit peu ambiant. Là, le climat était vraiment particulier. On sortait de l'hiver à Besançon, donc forcément c'était un peu compliqué. Par contre, l'autre facteur, moi, qui m'a particulièrement perturbée, où Sylvaine a été vraiment beaucoup plus à l'aise, c'était l'autonavigation, le fait de pouvoir être guidée avec un GPS et puis un GPS qui était relié en fait à des satellites. Là vraiment, dans des terrains, il n'y a que les personnes qui sont allées au Cap-Vert qui peuvent comprendre, je pense, la particularité du terrain là-bas, mais déjà c'est vraiment des
divers paysages, mais divers terrains, très variés, mais aussi très escarpés. Et voilà, se perdre là-bas, des chemins où des fois on passait sur des canaux d'irrigation, dans des champs d'igname ou de patates douces, ou au milieu des bananeraies ou dans des éboulis. Voilà, on ne suivait pas forcément les chemins qui sont balisés là-bas et qui ont été tracés par des esclaves historiquement. Et du coup, ça nous a quand même bien mis du fil à retordre, mais c'était une aventure majestueuse et incroyable qui va rester gravée dans nos souvenirs, surtout avec, on va dire, l'ambiance et on va dire le contact qu'on a pu avoir avec les habitants de là-bas. Donc, je suis ravie de cette expérience. On vous a suivis tous de loin, tout ce que vous avez traversé. Et puis on peut rappeler aussi que ça a été très compliqué pour beaucoup de concurrents par rapport à cet aspect hydratation. Je pense que vous en êtes bien sorti avec Sylvaine. Qu'est-ce qui a été le plus marquant sur ce point de vue-là, hydratation, dans ce trail-là? Alors, ce qui est le plus marquant, en fait, c'est que, comme je disais, l'autosuffisance en soi, si on se connaît bien et qu'on a l'habitude, c'est gérable. Par contre, le facteur qu'on ne connaît pas, c'est l'autonavigation, et ça veut dire que des fois, on peut être amené à chercher son chemin pendant pas plusieurs minutes, mais même des fois plusieurs heures. Et avec Sissi, on a eu un moment où on s'est quand même bien paumé, vraiment. On a passé 1 heure et quart à jardiner autour d'un village où on n'arrivait pas à trouver l'issue. Et du coup, on venait de se ravitailler en eau, donc 1 heure en plein milieu d'un cagnat, voilà, à 35-40 degrés, forcément sur 1 heure, on boit quand même. Et en fait, on est arrivé très très juste en eau au-dessus du col, et il restait encore voilà, une dizaine de kilomètres avant de rejoindre le PC prochain. Donc là, au niveau de la flotte, on a eu un petit peu peur, on a été beaucoup sur l'économie, on a tiré un petit peu sur la corde. Et on a failli même aller dans des habitations pour aller chercher de l'eau. Enfin voilà, c'était un grand moment où on était omnubilé par ce besoin de boire. Donc voilà, c'est des choses à calculer et à aussi penser quand on se lance dans une aventure comme ça, c'est que le temps de course de relier voilà, un point A, un point B sur 15 km, et ben voilà, on a besoin de temps d'eau habituellement quand c'est balisé. Quand on cherche son chemin, on met pas du tout le même temps pour rejoindre ces deux bouts, et du coup, il faut aussi penser à ça et être peut-être un petit peu plus, voir un petit peu plus gros le ravitaillement et surtout l'hydratation. Prévoir une marge, quoi. Moi, je te remercie, c'est cool. Il faut une marge, c'est obligatoire. Ouais. Exact. Merci pour ton retour et félicitations encore. Et on salue Sissi qui est également passé dans le podcast il y a un peu plus d'1 an. Je vais un petit peu expliquer la manière dont va se dérouler cet entretien. Dans une première partie, on parlera des généralités et des idées reçues en vue de préparer un ultra ou un trail de manière générale. Dans un deuxième temps, on parlera de l'hydratation avant l'épreuve. Et dans un troisième temps, on se focalisera plus sur l'alimentation la veille de l'épreuve et le jour J. Maïté, n'hésite pas à interagir avec nous si besoin et poser des questions complémentaires si tu estimes que tu as, ou éventuellement donner des renseignements complémentaires si tu estimes que tu as des choses à dire. Alors, dans un premier temps, Manon, on va parler donc des généralités et des idées reçues en vue de préparer un ultra et un trail. La question qu'on se pose principalement, c'est est-ce que la préparation d'une course sur ces aspects, donc hydratation et nutrition, se limite à uniquement quelques jours avant l'épreuve ou il faut le penser sur une période bien plus longue? Ah, ça, c'est une très bonne question parce que bien souvent, la pensée magique, c'est de se dire que voilà, si je fais tout bien la semaine avant ou les jours avant, ça va passer comme une lettre à la poste, alors que bon, au final, voilà, on a besoin de manger tous les jours et on a aussi besoin de s'entraîner en vue de préparer un objectif. Donc, c'est vraiment au quotidien qu'il faut un petit peu penser les choses et penser aussi récupération au quotidien. Et du coup, l'alimentation, elle a cet axe-là de récupération. Voilà, après les séances, après des grandes semaines d'entraînement, après des grands cycles d'entraînement, on peut parler voilà, sur des cycles d'entraînement. Je pense que Pascal a pu en parler très largement sur des macrocycles et des microcycles. Donc voilà, le quotidien, c'est vraiment l'idée de, si on a une alimentation la plus variée, la plus adaptée possible en termes de qualité et de quantité au niveau du contenu de l'assiette, c'est déjà une très bonne chose. Et il faut aussi avoir un petit peu une réflexion de ce qu'on met dans l'assiette et comment aussi on pense un petit peu son alimentation. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit subi. Hein, quand on met en place, on va dire, une stratégie alimentaire au quotidien pour être dans une optique de performer, hein, il faut
il faut pas que ça soit des trop grosses contraintes parce que pour bien récupérer et puis pour bien être préparé en vue d'un objectif, et ben, il faut aussi être bien dans sa tête. Et l'alimentation et le lien avec le psychologique, il est aussi très important. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des petits écarts ou qu'on ne peut pas avoir du plaisir à manger à chaque repas. Hein. Ce n'est pas une fois par mois ou une fois par semaine, c'est à chaque repas. Et ça, c'est quand même très, très important pour arriver à être performant et bien le jour J et motivé le jour J en vue de son effort. Et puis aussi, il faut aussi penser que le quotidien, c'est les petits excès, les petites carences. Elles ne se font pas en un jour. Et ça se répète et c'est du coup essentiel que dans le temps, notre alimentation, elle soit soignée pour éviter justement ça et pour que la veille ou la semaine avant, il y ait juste besoin en tout cas d'éviter justement de saboter un peu tout le travail qui a été fait en amont. En fait, c'est ça, c'est que la semaine avant et la veille avant, c'est pas là où on va révolutionner au niveau de l'alimentation, où il faut changer ses habitudes, mais par contre, le travail peut être vraiment saboté et on peut vraiment faire de grandes erreurs en vue de son effort et de son objectif. L'information qu'on doit retenir aussi notamment, je pense, c'est que tu peux pas avoir une hydratation ou une nutrition anarchique pendant un certain nombre de semaines, voire de mois, et se dire au bout de 2 semaines avant le début de l'épreuve, se dire bon ben ça y est maintenant, là je m'occupe de ma nutrition, de mon hydratation, etc. Et ça va faire le taf. Exactement. Et puis alors bien souvent c'est quand même il y a quand même, moi j'ai pas mal de coureurs ou d'athlètes qui me posent la question et qui me disent ouais mais moi ça passe, je fais pas forcément attention. Alors peut-être que ça passe sur du court ou voilà, mais peut-être qu'ils ont aussi jamais essayé aussi de faire des petits ajustements, des petites adaptations au quotidien qui leur permettraient d'être encore peut-être mieux. Et puis surtout, si on fait du long, là par contre, à un moment donné, le corps, on ressent en tout cas le besoin à un moment donné de se questionner un petit peu plus. Après, je dis se questionner un petit peu plus, il n'y a pas besoin de devenir un ayatollah de la diététique ou de se dire qu'on va devenir complètement psychorigide et devoir se couper de sa vie sociale, hein, bien au contraire. Hein. Ça reste important et manger, c'est avant tout une source de plaisir et une source de bon sens aussi. Il faut manger avec son corps et avec un petit peu avec sa tête aussi. Alors, c'est une question, là, tu viens juste d'en parler légèrement. Est-ce qu'on peut parler d'une différence de stratégie à adopter lorsque nous sommes en préparation pour un trail court ou pour un trail long ou voire un ultra? Alors, de manière toujours là, générale, hein, sans entrer trop dans le détail. Oui, alors de manière générale, parce qu'après je pense je vais pouvoir amener quand même pas mal d'informations vis-à-vis de certains moments ou certaines périodes, la périodisation un petit peu de l'alimentation. En fait, il y a il y a plusieurs en fait différences qui résident entre le court et le long dans la semaine avant. Déjà, c'est pas la même durée d'effort, donc forcément les besoins en énergie ils sont pas les mêmes. Et on n'a pas besoin des mêmes substrats énergétiques. Hein, sur des efforts courts, on va être plus sur un apport glucidique avec notamment des glucides simples, hein, le glucose, le fructose. Donc en fait, au final, une alimentation solide ou en tout cas liquide avec ce type de nutriments-là peut suffire. Hein. Et puis sur des efforts plus longs, on sera plutôt sur des glucides un petit peu plus complexes, hein, maltodextrine, de l'amidon. Enfin, en tout cas, il faut qu'il y ait un peu plus de glucides qui diffusent dans le temps. Et puis des protéines sur le long cours pour justement éviter un petit peu tous les effets d'hypovigilance, de somnolence liés à la sécrétion de sérotonine, notamment sur du très long, des efforts au-delà de 20-30 heures en tout cas. Et puis des protéines aussi pour épargner un petit peu ces réserves d'énergie, ces réserves de glucides. Après, sur les substrats en minéraux, on va dire les besoins fonctionnels au niveau des minéraux et des éléments plus fonctionnels, il y a aussi forcément une différence parce que vis-à-vis du temps d'effort, on n'a pas les mêmes pertes au niveau de la sueur, au niveau digestif, aussi au niveau urinaire. Donc c'est un peu plus problématique et à penser en tout cas sur le long quand on s'engage sur du long pour bien pallier à ces pertes-là, donc en magnésium, en potassium notamment, en calcium, en sodium. Alors que sur le court, on peut très bien faire le job en récupération après l'effort. Mais là, ça se pense quand même aussi avant pour bien refaire des réserves minérales, en tout cas qui soient les plus optimales possibles. Après, les autres différences, et là, elles sont assez importantes, c'est que sur le long, on a beaucoup plus d'impact sur le système digestif.
Alors c'est vrai que quand on fait du court, on va forcément plus vite et du coup l'intensité est plus importante et du coup il y a une ischémie. Alors l'ischémie, c'est le fait de bloquer un petit peu l'irrigation du sang qui se fait au niveau du tube digestif, au niveau du mésentère et au niveau des intestins. Elle est plus importante plus on est à haute intensité, mais par contre, vu que c'est moins long, ça a quand même un impact moins négatif sur le court. Par contre, sur le long, l'intensité est plus faible, certes, mais ça dure beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est quand même beaucoup plus problématique, sans parler aussi des chocs un petit peu à répétition, du fait du terrain. Voilà, le trail, c'est quand même un sport qui est très traumatisant pour les intestins. Donc, il faudra aussi penser son alimentation vis-à-vis de ça avant le jour J pour pouvoir optimiser un petit peu son confort digestif et qu'on puisse être prendre le plus de plaisir aussi possible parce que des troubles digestifs à l'effort, il n'y a rien de pire, ça peut complètement, en tout cas, avec le côté mental et puis aussi l'effort en tant que tel qui est déjà pas facile à gérer, voilà, ça peut se rajouter, ça peut être vraiment pas simple à gérer. Et puis la dernière chose, c'est les ressentis qui se perdent un petit peu avec on va dire la longueur et avec l'effort, les ressentis, c'est des signaux un petit peu corporels, la faim, la soif, la fatigue. Et ça, c'est des facteurs très, très déterminants et qu'il faut aussi pouvoir anticiper un petit peu et apprendre aussi à se connaître par rapport à ça. Donc, il faut aussi à l'entraînement, des fois, faire des séances de nuit et puis gérer des choses voilà, à ce moment-là différemment, tester des choses, faire des séances très, très longues ou tester des hydratations, des fois des manques d'hydratation pour pouvoir voir un peu comment on réagit et comment on peut anticiper les choses. Très bien. Donc on peut clairement dire que, en gros, si je schématise, sur le court, c'est moins important. Il faut faire attention à bien prendre les glucides et les sucres rapides, si j'ai bien compris, par rapport à un trail court. Par contre, sur le long, c'est beaucoup plus problématique et il y a beaucoup de paramètres à anticiper et à gérer, quoi. Si on peut résumer la chose comme ça. Oui, alors la nutrition est tout aussi importante de s'y pencher pour le court que pour le long, mais par contre, c'est vrai que pour le long, il y a plus de paramètres à prendre en compte parce que c'est des efforts qui sont quand même qui sont différents au final et qui durent plus longtemps, donc forcément les besoins, il faut pouvoir à un moment donné pouvoir y répondre voilà, pendant l'effort ou en tout cas anticiper certains aspects qui sont plus d'ordre physiologique que nutritionnel, mais voilà, en gros c'est ça. Après, je veux pas dire malgré tout que pour faire du court, on peut manger n'importe comment et n'importe quoi et ça va le faire. Non, c'est pas ça, mais ça demande quand même voilà une réflexion différente. Maïté, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour le moment ou tout Ouais, va bien? j'ai une question. Du Oui, coup, oui. maintenant, sur le long, est-ce que tu conseilles de faire une cure de probiotiques 15 jours ou un mois avant? Je sais pas trop le temps que ça peut prendre pour que ça soit Alors, efficace. est-ce que tu peux déjà expliquer ce qu'est une cure de probiotiques? Ouais. Oui, alors oui. Donc les probiotiques, c'est des bactéries en fait qui colonisent en fait notre flore bactérienne, nos intestins. Donc sur les intestins, on a des bactéries, voilà, qui nous protègent des agents pathogènes, qui permettent aussi l'assimilation en fait de certains nutriments, de certains minéraux. Donc elles sont très importantes ces bactéries. Et puis elles permettent aussi en termes d'immunité, il y a un effet de défense aussi très important. Donc voilà, elles ont elles ont de multiples tâches et malheureusement, comme on a dit avec l'effort, on a tendance un petit peu à malmener notre intestin, voilà, l'activité physique, la course à pied en particulier parce qu'il y a ces vibrations, parce qu'il y a ces ischémies qui se passent, ischémie, reperfusion au niveau de l'irrigation du sang et aussi la longue durée, le fait que ça soit des entraînements répétés mais aussi qui durent longtemps, ça malmène vraiment notre flore. Donc du coup, c'est vrai que les cures de probiotiques, elles peuvent être à un moment donné judicieuses, mais je nuance parce que faut pas forcément passer par ce type d'automédication-là si on soigne bien son assiette, si on mange vraiment varié, si on a déjà un peu une réflexion avec des probiotiques qui sont naturels dans notre alimentation, qu'on prend naturellement. Il n'y aura pas besoin d'aller en pharmacie acheter des médicaments, en tout cas des traitements. Par exemple, le kombucha, le kéfir, les laitages, les yaourts, tout ça sont des aliments qui sont des probiotiques, qui contiennent des probiotiques, qui contiennent ces fameuses bactéries qui viennent coloniser notre flore.
Et après, on peut manger des prébiotiques qui viennent alimenter ces bactéries qui constituent notre flore, et ça va être un ratio, enfin un gagnant-gagnant, quoi. Après, si vraiment on a une alimentation où on sent qu'il y a quand même pas mal de problématiques digestives sur certaines périodes, notamment en sortie d'hiver, où on a plus tendance à avoir des problèmes digestifs, un transit un petit peu perturbé, tout ça, ça peut aussi peut-être valoir le coup de réadapter un petit peu son alimentation, d'enrichir un petit peu son alimentation en probiotiques, ou alors de faire une cure de probiotiques. Alors au moins un mois minimum, moi je dirais plutôt 2-3 mois, peut-être 1 ou 2 fois dans l'année. Et puis par contre, aller vraiment s'orienter vers des probiotiques qui contiennent plusieurs souches, ou en tout cas demander conseil à son pharmacien ou à un nutritionniste ou à un diététicien nutritionniste qui s'y connaissent. Parce que là, encore une fois, tous les produits ne se valent pas. Enfin, il y aurait plein de choses à dire sur ce sujet, mais voilà, aussi vaste sujet, l'intestin et le lien avec l'activité physique et le trail. Ouais, c'est une très bonne question, Maïté. Très bien. Merci. J'ai récemment dévoré les 2 livres de Pascal Balducci et Monsieur Berthoud, numéro 1 et 2, et il y a beaucoup de... la part belle est faite à la nutrition dans ces 2 livres, et c'est vrai qu'en lisant ces deux recueils, on s'aperçoit que c'est malgré tout, si on veut optimiser ses chances d'avoir une bonne nutrition au long cours, ça semble quand même assez complexe. Il y a beaucoup de minéraux, de choses à rajouter à son alimentation, et ça devient assez compliqué. Donc, est-ce que toi, dans un premier temps, tu pourrais nous donner les méthodes et les aliments ou les stratégies à éviter au niveau nutritionnel dans les jours avant une épreuve pour éviter, pour mettre toutes les chances de notre côté le jour J? C'est-à-dire, je m'explique, est-ce que il y a des groupes d'aliments ou des choses à éviter qui sont complètement contre-indiquées dans la préparation au niveau nutritionnel? Alors oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on se devine pas et on se dit pas diététicien du jour au lendemain. C'est vraiment une science, l'alimentation. Et je dirais même l'alimentation, pas la nutrition, parce que quand je dis alimentation, comme je disais, il y a tout le côté aussi émotionnel, psychologique et plaisir qui rentre en compte. Et des fois, on a tendance un peu à l'oublier. Et malgré tout, ça joue aussi beaucoup sur la performance et les moyens à mettre de côté pour être bien le jour J. Donc, on sait ce qu'il faut pas faire en termes de nutrition dans le cadre du trail et du sport. Ce qu'il faut faire, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est adapté propre à chacun. Donc, on va parler en effet de ce qu'il faut éviter, ce qu'il faudrait mieux limiter lors de cette dernière semaine. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est alimentation très industrielle, l'alimentation qui est trop grasse, ou en tout cas peut varier sur le plan micronutritionnel, tout simplement, dans des aliments, on a des calories, mais autour des calories, on a quand même plein de bonnes choses qui sont fonctionnelles et qui sont nécessaires en tout cas pour notre corps. Donc si on se focalise que sur l'aspect énergétique et calorique, on va dans le mur, parce qu'en fait notre corps il a besoin de plein d'autres choses pour pouvoir subvenir à ses besoins et fonctionner de façon optimale. Donc voilà, toute cette alimentation trop transformée, elle est souvent dépourvue de tous ces bons nutriments-là. Donc autant faire se peut manger des aliments bruts, cuisiner cette dernière semaine. En plus, on a un petit peu plus le temps, on a moins d'entraînement, donc il ne faut vraiment pas hésiter à prendre plus le temps de soigner son assiette. Et puis aussi une alimentation trop acidifiante, donc trop riche en viande, notamment en viande rouge, trop riche en fromage, des excès en tout cas de produits sucrés ou on va dire trop raffinés. Ça peut aussi être impactant. Tout ce qui va être soda, alcool et compagnie peut vraiment aussi acidifier drastiquement l'organisme. L'excès de thé, de café aussi, puisque ça fait fuir un petit peu les minéraux. Donc ça, il faut vraiment éviter d'être dans les excès cette dernière semaine-là. Après, une alimentation trop importante en quantité aussi. Malgré tout, on entend pas mal de choses sur il faut manger, faut se gaver de plats de pâtes, faut se gaver de sucre. Il faut nuancer un petit peu tout ça. Donc manger plus que ses besoins, c'est tout simplement pas du tout adapté, parce qu'on va prendre plus le temps de digérer, on va faire du gras, on va être plus somnolent, moins performant aussi cérébralement et physiquement. Donc voilà, il faut vraiment s'écouter au niveau des sensations, rester bien sur des sensations de faim. Et moi, je préconise toujours en tout cas de faire plutôt des collations, rajouter une collation en cas de faim ou en cas de ressenti de besoin,
plutôt que d'augmenter les quantités voilà, sur cette dernière semaine, notamment en glucides. Hein. Éviter les grignotages qui peuvent être aussi cause de stress ou parce qu'on n'a rien à faire, parce que là, on avait normalement notre heure d'entraînement, elle était prévue, mais là, vu qu'on ne s'entraîne pas, on peut plus facilement aller dans les placards. Donc là, essayer de trouver quand même des occupations qui nous détendent, voilà, faire d'autres choses au final et pas forcément voilà, faire les 300 pas dans la maison et puis avoir des pensées de vider le placard parce qu'on stresse pour le jour J. Tous les régimes restrictifs, c'est pareil, on parle de manger trop, mais aussi manger en insuffisance pour perdre les quelques kilos qui sont résiduels ou enfin qui sont en excès en tout cas. Cette dernière semaine-là, c'est pas du tout le bon moment en tout cas. Hein. Donc ça, il faut vraiment éviter. Hein. Et puis aussi l'alimentation qui est pas adaptée sur l'aspect confort digestif. Et ça, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard vis-à-vis de voilà des spécificités des aliments propres à l'ultra, mais il y a vraiment une stratégie à adopter pour prévenir un petit peu de ces troubles digestifs à l'effort. Très bien. Maïté, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou poser une question? Non, c'est bon. C'est Non, bon, c'est bon. tout Ok, très bien. c'est ok pour moi. Tout est clair. Allez, petite question. Alors, on va passer à la partie numéro 2 qui est l'hydratation avant l'épreuve. Est-ce que tu peux, alors même si on en a parlé de manière très précise pendant l'épreuve lors de notre dernier entretien, est-ce que tu peux parler de cet aspect-là, mais plutôt en période de pré-compétition, donc notamment les grands principes de l'hydratation pour un sportif et en pratique comment gérer son hydratation dans cette période pré-compétition? D'accord, oui, alors c'est vrai qu'on a eu largement la place pour aborder le sujet, mais avant l'épreuve, c'est quand même très important et il y a pas mal comment dire, de conduites un petit peu déviantes qui se font par rapport à ça. Donc voilà, on va dire que les grands principes, c'est toujours cette histoire de fréquence, de fractionnement des prises, selon les ressentis encore une fois, et puis aussi selon les conditions extérieures. Hein, on se prépare et on n'a pas les mêmes apports en termes de volume quand on est en plein été, quand il fait 30 degrés ou quand on est en sortie d'hiver. Hein, forcément, on n'aura pas la même consommation. Donc vraiment être vigilant par rapport à ça, pourquoi pas avoir une bouteille toujours sur soi, une bouteille d'eau au travail ou la nuit à côté de son lit pour pouvoir avoir vraiment ces automatismes et puis un suivi au quotidien et pas avaler 4 verres d'eau à midi parce qu'on a complètement oublié de s'hydrater voilà, depuis le matin. Ça, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est de varier les eaux de boisson. L'eau du robinet, très bien, mais c'est vraiment le moment où il faut vraiment optimiser son statut hydrominéral et du coup, pouvoir varier avec des eaux minérales un petit peu plus riches, c'est toujours plus intéressant. Donc voilà, la Contrex, l'Épar, la Vichy Célestin, la Rosana, voilà, l'Arvi. Enfin, il y a plein d'autres boissons qui peuvent venir alterner un petit peu cette eau du robinet, même si bon, c'est pas très écologique, mais c'est l'idée d'avoir quand même quelques bouteilles un peu pour cette dernière semaine. Et puis, éviter par contre la ceinture. Alors, la ceinture, elle est très bien pendant et après l'effort. C'est super pour récupérer. Elle s'assimile très bien. Elle est très riche en sel. Mais justement, ce sodium, avant un effort où on n'a plus d'entraînement, plus de séances qui nécessitent en tout cas de bien restituer ces réserves ces apports en sodium, parce que l'alimentation y contribue très largement. On a une alimentation quand même qui est bien salé en Franche-Comté, nous en tout cas on est assez fort, en tout cas voilà, chez la population française en règle générale, on est plus aux alentours des 8 à 12 grammes de sel par jour que des 6 grammes préconisés, donc Ouais, c'est voilà, 6 très grammes largement préconisés. on contribue à nos... Comment tu dis? Non, je disais, c'est 6 grammes préconisés, il me semble. Ouais. Exactement, 6 grammes de sel par jour, alors pas de sodium mais de sel. Par Mm. contre, ça c'est pour la population standard, quand on est sportif ou quand on a des besoins liés à la transpiration, à la sueur et tout, forcément on a besoin de plus. Mais sur cette période-là où en soi il n'y a pas forcément de besoin spécifique parce que le sodium ne se stocke pas, il n'y a pas forcément besoin d'aller vers la ceinture sur cette dernière semaine. Et puis éviter tout ce que j'ai dit tout à l'heure, les excès de diurétiques, vraiment, le café, parce que c'est réconfortant, ça nous aide à aller gérer notre stress, ou on a quelque chose dans la bouche et ça nous apporte quelque part ça faut vraiment éviter le café, le thé, les boissons trop alcoolisées ou les sodas qui vont être au final voilà, qui vont faire fuir un petit peu toutes les réserves qu'on essaie de stocker au mieux voilà, sur cette dernière semaine-là.
voilà, après, moi je pense que juste avant l'effort, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que bien s'hydrater juste avant de prendre le départ, c'est très important. Il ne faut pas avoir peur d'aller uriner. Alors sur le court, on peut en tout cas faire bien attention à bien s'hydrater jusqu'à 1 heure avant pour avoir le temps d'aller uriner, mais sur du long, il ne faut vraiment pas avoir peur de s'arrêter pour uriner. C'est d'ailleurs bon signe, hein, donc on s'hydrate vraiment jusqu'à prendre le départ. Et puis boire à la soif. Suite au dernier entraînement, s'il y en a encore quelques-uns la semaine d'avant, il faut vraiment pouvoir bien se réhydrater à la suite de ces derniers-là. Voilà, c'est à peu près les seules choses que je pourrais donner par rapport à ça. Petite question au niveau jus d'orange le matin, etc. C'est préconisé, c'est à bannir? La semaine avant, tu veux dire, ou La au semaine avant? quotidien? Ouais, la semaine avant. Oui, bah, enfin, j'ai envie de dire la semaine avant ou au quotidien, en fait, au final, c'est ni plus ni moins qu'une boisson sucrée, hein, quand même, le jus d'orange. Alors, même si des fois, on a un peu bonne conscience à se dire que c'est une portion de fruits, souvent, il y a plusieurs portions de fruits dans un verre de jus et du coup, il y a plusieurs portions de sucre. Enfin, ça peut apporter des apports en sucre assez importants et faire varier quand même pas mal notre glycémie, hein, sur la matinée. Alors, tout dépend aussi de ce qu'on consomme, en fait, au petit déjeuner, hein, c'est pas non plus... Mais voilà, si on peut, autant que faire se peut, apporter plutôt un fruit, hein, cru ou cuit, ça sera plus intéressant parce qu'il y a tout cet apport en fibres, les minéraux et les vitamines qui sont quand même beaucoup plus importantes que dans un verre de jus. Après, si c'est vraiment que sur le côté plaisir et que c'est un verre par jour et qu'il n'y a pas d'excès, bon, voilà, gardez votre verre de jus de fruits, hein, c'est pas ça qui va faire quoi que ce soit, mais bon, on va dire, il y a des meilleures stratégies à adopter, mais au final, ça répond probablement à quelque chose initialement. Donc, il faut aussi pouvoir se poser les bonnes questions par rapport à ça. Moi, sans mon verre de jus d'orange le matin, je suis pas bien, donc c'est pour ça que je te posais la question. Voilà, si c'est ton habitude et que c'est ton plaisir et que c'est ton rituel, mais que tu t'en avales pas 3 verres d'affilée, et puis que tu ressens pas de problématique sur la matinée, je vois pas pourquoi il faudrait que tu changes ton habitude, hein, ça reste Non, ton et en plus, habitude qui te récemment, procure, je le coupe avec de l'eau, du coup. Voilà. Ouais, parce que bien souvent, quand on se fait son propre jus de fruits, on presse au moins 2 ou 3 bonnes oranges pour se faire un verre qui soit convenable en termes de quantité. Donc aussi, il faut avoir ça en tête, c'est que 3 oranges, c'est quand même l'apport en sucre de 3 oranges. Et quand on mange une orange, on a quand même le côté rassasiement et tout le côté mastication et tout qui nous fait dire que avec une orange, c'est déjà pas mal, quoi. Très bien. Voilà pour la partie hydratation, je pense que tout a été à peu près dit. On va passer à la partie alimentation. Alors, on va plutôt s'axer sur quelques jours avant l'épreuve et le jour J. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous faire un petit bilan assez simple des grands principes de base du stockage de l'énergie pour un sportif d'endurance? Alors pour tout sportif d'endurance, en effet, les réserves énergétiques, elles s'anticipent quand même plusieurs jours avant un effort, ça c'est vrai. Alors ce qui veut dire, encore une fois, ne pas se gaver, hein, il n'y a pas besoin d'avoir des quantités faramineuses de glucides pour avoir des réserves énergétiques de glycogène, hein, le jour J. Donc le stockage d'énergie, il se fait sous forme de glycogène, de réserve. Donc on en a au niveau des muscles et au niveau du foie. Et plus on est entraîné, plus on a des réserves de glycogène et de réserves d'énergie qui peuvent être importantes. Donc un sportif, par exemple, entraîné, il peut aller jusqu'à 600 grammes de réserve de glycogène, donc ce qui est quand même assez important pour une moyenne à 300 voire 400 grammes, ça fait quand même pas mal. Donc ça veut dire qu'on peut durer quand même plus longtemps dans notre effort et aussi utiliser des voies énergétiques des fois aussi différentes, hein, via les lipides par exemple, plus longtemps avec l'entraînement et avec une alimentation qui est bien menée. Je te coupe, mais c'est notamment le cas dans le régime cétogène. On favorise le stock de glycogène par les lipides, c'est ça? En se privant de sucre? Alors, c'est pas tout à fait ça, mais en fait, le fait de faire du cétogène, donc déjà, ça met du temps à se mettre en place. C'est une adaptation métabolique et c'est en fait le fait de favoriser la voie des lipides. Donc, c'est pas qu'on fait en fait un switch métabolique et on épargne en fait notre glycogène de réserve, qu'on utilise quand même un petit peu, hein, mais on va beaucoup plus facilement et rapidement utiliser les triglycérides, en fait, donc nos graisses de réserve, nos lipides de réserve, en vue énergétique. Par contre, ça met du temps à se mettre en place et au départ,
c'est vraiment difficile. Hein. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Sur le long, on le fait forcément, mais on sent en tout cas un petit peu le moment où on passe plus sur nos réserves lipidiques. Donc, pour un coureur, ce qui est intéressant, c'est d'arriver le jour J avec des réserves optimales de glycogène pour être de toute façon le plus, partir avec quand même un décalage au niveau de ces réserves-là. Et puis quand même avoir au quotidien entraîné son corps à utiliser le glycogène, mais surtout aussi quand même les lipides pour une histoire de ressenti et de performance aussi à l'effort. Donc, on a aussi une autre voie énergétique qui est les protéines qu'on retrouve au niveau des muscles. Et ça, par contre, voilà, c'est pas du tout c'est contre-performant complètement. Parce que quand on utilise les protéines, c'est qu'on n'a pas été très bon au niveau de la stratégie, ou en tout cas dans la fréquence d'apport qu'on a pu avoir, la gestion en fait nutritionnelle qu'on a eue à l'effort. Et quand on va se taper dans la masse musculaire, c'est le risque de blessures. On abîme les tissus musculaires. On va chercher aussi des acides aminés qui sont pas du tout faits pour ça, des acides aminés fonctionnels, les fameux BCAA, qui peuvent aussi provoquer justement des somnolences et qui sécrètent un petit peu de la sérotonine. Alors ça, c'est un autre sujet, mais très vaste aussi. Et on est, c'est pas du tout optimal. Donc voilà, ces réserves de glycogène, ça doit être sur le long terme notre substrat énergétique, et c'est celui-là qui doit être apporté tout au long de notre effort pour pouvoir garder et préserver notre effort et soutenir notre allure et notre effort physique. Alors, une question me taraude, puisque moi j'ai fait quelques trails, on va dire, considérés longs, hein, je suis allé jusqu'à 80 km, et le conseil unique qu'on m'a donné, enfin unique, le principal conseil qu'on m'a donné dans cet aspect-là, au niveau de la préparation sur ces aspects, c'est prendre la maltodextrine. Mais alors, c'est la clé de la réserve des glycogènes. Alors, est-ce que tu peux nous en parler de cet aspect-là? Oui, alors je suis désolée, mais à mon sens, c'est pas un très bon conseil, puisque en fait, quand on dit ça, on le dit ça, on dit un peu ça comme ça, on balance ça en l'air, alors qu'on s'est pas du tout intéressé à la personne, comment elle mangeait cette semaine avant, est-ce qu'elle était stressée ou pas, est-ce qu'elle a plutôt un bon coup de fourchette, et que elle mange suffisamment. Si on mange en suffisance, qu'on écoute bien ses sensations de faim, qu'on a bien gardé en tête que les glucides doivent être quand même une composante de notre assiette, et des glucides aussi de bonne qualité la semaine avant. Donc des glucides qui sont complexes, on varie aussi les sources de féculents, on est sur des desserts qui apportent quand même aussi des glucides simples type des fruits, des laitages, sucrés, on fait des collations si jamais il y a besoin pour répondre à ces sensations de faim. On n'a pas du tout besoin d'avoir des diètes un petit peu de surcompensation de ce type, type maltodextrine ou les plats de pâtes la veille de l'effort, qui sont souvent consommés uniquement, c'est uniquement fait de pâtes, de glucides. Et ça a tendance à, encore une fois, fatiguer notre pancréas, fatiguer notre organisme, malmener nos intestins, parce qu'à un moment donné, notre intestin, s'il a eu l'habitude de digérer un certain volume, et si on lui en donne plus, il va mettre beaucoup plus de temps, il va être mettre beaucoup plus d'énergie. Et puis les glucides, ça fermente, donc ça a tendance aussi à pas mal créer des inconforts si c'est apporté en excès. Donc là, je pense que le conseil n'était pas forcément adapté, mais après, c'est aussi une question d'expérience et de ressenti. Je pense que toute expérience est aussi importante à faire. Maïté, très bien, merci Manon. Maïté, est-ce que tu veux poser une question, rajouter quelque chose? Juste, moi, j'ai une anecdote par rapport à la malto. J'en avais pris une fois, mais c'est au début quand je faisais du triathlon, il y a 5 ans. J'ai été brassée tout le long de la course. Alors, je sais pas si c'est dû à la malto, mais je pense. Donc, depuis, j'en prends plus, ça va très bien. Oui, très probablement, parce que la maltodextrine, c'est plein de petites dextroses de glucose en fait, mais qui sont censées diffuser plus ou moins dans le temps. Et puis des fois, il y a des produits qui sont quand même assez mal faits pour en vue de prix, et du coup, c'est quand même des dextroses qui sont une assimilation quand même plus rapide, et ça a tendance aussi à créer pas mal d'inconfort pendant la semaine avant, et puis aussi même à l'effort. Et voilà, je pense que c'est pas forcément les meilleures stratégies qui soient. Ouais. Il faut rester sur de l'alimentation traditionnelle standard, et adapter les quantités selon ses ressentis propres, et ça sera tout aussi intéressant.
Il n'y a pas besoin donc d'avoir une augmentation même minime de la consommation de féculents, de riz, de pâtes ou... Non, il n'y a pas besoin. Alors, très légèrement, si. Hein, quand je te dis rester sur du traditionnel, moi, je pense que pour les coureurs de cours, en tout cas, il faut vraiment rester sur du traditionnel, pouvoir bien garder une part de féculents à chaque repas, mais pas uniquement, hein, garder un apport en protéines, animal le midi, peut-être plus végétal le soir, une matière grasse de qualité, voilà, sans excès, mais vraiment qu'il y ait cette part belle aussi aux matières grasses de qualité. Varier, continuer à varier. Les légumes, on en parlera peut-être juste après pour prévenir des troubles digestifs, mais les glucides, il faut qu'ils soient augmentés d'un tout petit peu, grand max un quart de plus. Mais si c'est pas augmenté sur le repas, il faut juste être vigilant à avoir des collations glucidiques. Donc ça peut être voilà, une poignée d'amandes avec des fruits secs, une banane en collation. En tout cas, pas être vraiment faire attention à manger en suffisance des glucides. Moi, par exemple, ce que je fais la semaine avant un ultra, jusqu'à J7, j'essaie de manger comme habituellement. Après, j'ai 2-3 jours où je diminue un tout petit peu ma part de glucides. Donc, par exemple, je reste sur mon petit déjeuner traditionnel. Le midi, je ne mange pas de pain ou en tout cas pas de glucides, hein, que des végétaux, des légumes et puis j'essaie de mettre un apport en protéines animales. Hein, donc, souvent, c'est du poisson ou des œufs. Et puis le soir, je mets un tout petit peu de féculents, parce qu'il y a mes derniers entraînements qui sont quand même là, mais des féculents qui sont quand même très riches en fibres et qui ont un index glycémique très très bas, donc comme des lentilles, des légumineuses, mais une petite quantité ou du riz noir, des choses comme ça. Et sans pain, voilà, j'essaie de diminuer un petit peu mon apport en féculents. Et les 5 derniers jours avant mon effort, je réaugmente un tout petit peu plus qu'à l'habituel. Enfin, en tout cas, je fais attention à avoir vraiment une alimentation qui soit très fractionnée dans le temps, avec des glucides à chaque repas, et je rajoute une collation. Et ça permet vraiment de favoriser la synthèse. Hein, c'est l'histoire de la fenêtre métabolique, hein, avec un footing à jeun, justement, le jour où je reprends un petit peu, je réaugmente un petit peu ces apports-là, je mets un footing à jeun pour que mon corps il soit vraiment allé chercher dans les réserves énergétiques pour pouvoir après faire une resynthèse un peu plus efficace, mais sans parler de diète de surcompensation type diète scandinave et tout. Hein, c'est beaucoup trop drastique et c'est vraiment pas adapté et à faire en vue d'un effort de ce type. Écoute, c'est parfait. Merci pour toutes ces infos, c'est très clair et puis je pense que ça va en aider beaucoup. On va passer à la partie prévention des troubles digestifs. On en a parlé à 2 reprises là jusqu'à présent. La problématique qui est souvent rencontrée chez les ultra-trailers notamment, ce sont les troubles digestifs qui sont rencontrés notamment en début d'un ultra ou dans les premiers moments. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cet aspect-là, s'il te plaît? Alors oui, bien sûr, et ça c'est encore très méconnu, donc je pense que ça mérite vraiment un temps, de prendre un temps pour en discuter. Alors c'est vrai que sur l'ultra, comme je disais, ça dure longtemps, c'est des efforts très spécifiques par rapport aux intestins, et bien souvent, on peut quand même vraiment prévenir des problématiques digestives, alors basses, hein, je ne parlerai pas des problématiques digestives hautes, parce que là je pense que ça peut mériter un épisode autour de ça, et notamment sur la gestion nutritionnelle à l'effort. Donc, pour éviter en tout cas les problématiques au niveau intestinal, ce qui est important, c'est d'avoir une alimentation, en tout cas la plus pauvre en fibres, dans les 48 heures avant le départ. Donc, pauvre en fibres, c'est ni plus ni moins sans résidus. En tout cas, je ne sais pas s'il y a déjà des personnes qui ont déjà fait c'est pas très ragoûtant, hein, mais en fait, c'est ça, hein, c'est des coloscopies ou des choses comme ça à l'hôpital. En fait, c'est exactement ça. C'est de pouvoir avoir le moins de volume possible au niveau de l'intestin, donc vraiment avoir des selles qui sont qui prennent le moins de volume possible. Donc ça veut dire que tout ce qui va être riche en fibres, les céréales complètes, les légumes, les crudités, les légumineuses, tous les produits qui sont très très complets, qui contiennent beaucoup de fibres, qui sont très très intéressantes pour la santé au quotidien, il va falloir vraiment les enlever ces jours-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 48 heures avant, tous les aliments qui vont être type crudité, donc la salade, les tomates, les concombres, les épinards, les choux, les salsifis, voilà, les topinambours, toutes ces choses-là, les légumineuses, les céréales complètes type farine complète, pâte complète, le riz brun, tout ça, le quinoa, il va falloir vraiment éviter.
et plutôt aller vers des aliments raffinés ou en tout cas un peu plus blancs, donc le pain de campagne ou blanc, le riz blanc, les pâtes un petit peu moins complètes en tout cas. Voilà, le boulgour, ça se digère bien aussi, le maïs aussi, la pomme de terre, la patate douce, tout ça, c'est des aliments qui sont très digestes. Et puis on ira plutôt vers des légumes cuits, hein. Donc le poireau, le blanc de poireau par exemple, ça peut aller, la courgette épépinée aussi, les carottes cuites, les haricots verts extra fins, tout ça, ça peut aller, mais il faut que ça soit cuit. Et Les à la, fruits, c'est à la pareil, vapeur hein, principalement, non? Comment? Principalement à la vapeur cuit, parce qu'il me semble que ça conserve plus de qualité nutritive. Ouais, tu peux mettre un peu d'huile. Alors, soit à la vapeur ou soit cuisson type à l'asiatique, tu sais, qui est pris dans la matière grasse et qui est cuit très peu de temps. Au final, c'est des cuissons qui s'y prêtent bien, ou cuit à l'eau, mais sur un tout petit temps. Hein, vraiment, le côté temps-température, il peut jouer aussi pour éviter les perditions au niveau minéral. Mais en tout cas, que ça soit cuit et pas cru. Hein. Ça, plus c'est cuit, plus les fibres sont ramollies et plus ça va être facile et plus rapide à digérer en termes voilà, de circuit au niveau de l'intestin. Et puis après, c'est éviter aussi tous les aliments qui vont être en termes de tolérance digestive pas forcément bien tolérés. Donc là, bon, bah, voilà, les choucroutes, on va éviter, hein, tout ce qui va être produits lactofermentés. Les légumineuses, les flageolets, tout ça, c'est forcément un peu plus compliqué. Le lait, des fois, ça peut être compliqué chez certaines personnes. Les plats épicés, les plats en sauce, la viande rouge, voilà, tous ces aliments-là, il faudra éviter les 48 heures avant pour vraiment aller vers une alimentation la plus confortable et qui nous aille bien. Et puis, on va préférer justement le fractionnement et éviter les grosses quantités. Il faut mieux manger en étant rassasié, en ayant suffisamment mangé, mais pas dans des excès. Parce qu'il y a la dernière nuit de sommeil, parce que voilà, l'idée c'est aussi de bien récupérer et bien se reposer. Donc si on a trop mangé, si on est somnolent et puis si on est ballonné, bah, c'est pas là où on va être efficace voilà, pour bien digérer et puis pour bien se préparer voilà, sur cette dernière échéance. Quoi. Très clair, très très clair. Maïté, est-ce que tu as une question complémentaire? Bah non, c'est très clair. Et non, je suppose moi je bois par exemple 2 cafés par jour. Est-ce que ça vaut le coup les 48 heures avant de stopper le café? Alors, bah, je vais nuancer ma réponse parce que 2 cafés par jour, t'es pas du tout dans l'excès et c'est pas du tout un problème. Ouais. Pour moi, en tout cas, en soi, c'est vraiment sur une consommation raisonnée. Par contre, si tu fais du long, de pouvoir couper 2 jours comme ça avant et de pouvoir en reprendre le jour J, alors bien à jeun ou en tout cas un petit pour pas que ça vienne aussi provoquer des problématiques digestives parce que le café, le problème, c'est que ça peut accélérer le transit et aussi ça peut provoquer un petit peu des aigreurs, des reflux gastriques du fait que ça augmente les sécrétions digestives de l'estomac. Donc ça peut des fois faire un petit peu ces effets de reflux, tu sais, des brûlures un petit peu. Donc ça dépend un peu des tolérances de chacun. Mais si tu fais ça, si tu le tolères bien, puis que tu le prends juste avant ton petit déjeuner le jour J, ça va avoir un effet vraiment booster et vu que tu as l'habitude d'en consommer et par rapport à la fatigue, par rapport à prévenir un petit peu de ton effort et puis décaler un petit peu le sommeil et avoir un effet un peu excitant que tu vas beaucoup plus ressentir. Donc ça peut être intéressant. Mais sinon, 2 cafés par jour, t'es loin d'être dans l'excès, il n'y a pas de souci. D'accord. C'est parfait, merci pour la réponse, Manon. Alors maintenant, on arrive presque à la fin de notre entretien. Je pense qu'on a balayé pas mal de choses, mais j'aimerais te mettre dans une situation où tu as un ultra qui démarre, on va dire, aux alentours de 6 heures du matin. J'aimerais que tu nous décrives un peu ton petit déjeuner idéal. Idéal. Alors, je peux parler de mon petit déjeuner avant un ultra, puis je pourrais un petit peu faire des passerelles avec des aliments qui peuvent s'apparenter. Après, le petit déjeuner idéal, la veille, le jour d'un ultra, je pense que le traditionnel, il peut très bien être voilà, une base, un socle en tout cas d'habitude, avec peut-être des petites adaptations. En tout cas, ce qui est important, c'est de manger au moins 2 heures avant. Je pense qu'une heure et demie, 2 heures avant, c'est vraiment le strict minimum. Jusqu'à 3 heures avant, mais bon, faut pas non plus, voilà, si c'est 6 heures, bah, ça veut dire se lever à 3 heures du matin. Bon, faut aussi arriver à trouver un petit peu, mettre le curseur sur optimiser le confort digestif et puis ben, avoir quand même voilà, des bonnes heures de sommeil. Donc ça va dépendre aussi un petit peu de la personne. Moi, bien souvent, ce que je consomme avant un ultra, je me fais 2 œufs au plat.
avec deux morceaux de pain. Donc là, j'essaie d'être sur du pain de campagne ou en tout cas du pain avec un tout petit peu de graines, mais qui soit un pain blanc en tout cas, un pain qui est très digeste. Je mets un petit peu de chèvre frais dessus. Et puis à côté, je me prends un petit bol chinois avec un tout petit peu de flocons d'avoine, une poignée de fruits secs et puis un laitage. Donc c'est un apport vraiment, on va dire, il y a quand même pas mal de protéines animales. Donc ça me rassasie vraiment bien. Alors c'est pas toujours facile de manger de façon complète en tout cas à 4 heures du matin, mais en tout cas on peut en tout cas jouer sur les quantités et d'être dans la variété, mais limiter les quantités si on n'a vraiment pas faim et puis qu'on n'a pas très envie, puis qu'on est un peu stressé, ça peut être vraiment pas mal. Souvent je prends une infusion avec, j'évite le thé ou en tout cas le café, ça m'est arrivé d'en prendre un, mais vraiment à jeun et un peu en décalage de mon petit déjeuner. Donc voilà, l'aliment, traditionnellement, il faut avoir une base de féculents, donc du pain, ça peut être des crêpes faites maison avec des farines, un petit peu des mélanges de farine ou des pancakes avec un mélange de farine. Ça peut être des flocons d'avoine ou des mueslis sans sucre ajouté. Enfin voilà, quelque chose qui soit vraiment des glucides un petit peu plus, qui permettent une diffusion de l'énergie un peu plus sur le long terme. Un apport en protéines animales, c'est vraiment important, surtout avant un effort long pour justement préserver ses réserves de glycogène, pouvoir aussi apporter des protéines aussi en vue de décaler un petit peu toute cette fatigue un peu centrale qui peut arriver sur les heures suivant l'effort. Et puis aussi, c'est un effet rassasiant et puis un effet de limiter un petit peu les baisses de glycémie, en tout cas les petites variations glycémiques et les hypovigilances qui peuvent arriver juste avant ou pendant le début de l'épreuve. Et puis après, on peut rajouter un fruit cuit, donc ça peut être une compote, ça peut être une banane si elle est bien mûre, voilà, ça c'est quand même assez digeste. Mais on va éviter d'aller manger une orange ou d'aller manger des fruits crus à ce moment-là. Pareil pour les fruits secs, faut une petite poignée pour le plaisir, mais pas d'excès. Encore une fois, c'est quand même assez riche en fibres. Et puis une matière grasse de qualité. Donc là, moi je mets une huile ou en tout cas je mets une poignée d'amandes. Ça peut être aussi une purée d'amandes ou une purée de noisettes, sur une tartine ou du beurre. Ça peut être aussi très adapté. Tout est une histoire de quantité et de dosage à ce moment-là. Très bien. Et je vais te solliciter une dernière fois. Moi, par exemple, je devrais faire la Maxi Race en octobre. Le départ est à 3 heures du matin, si je me rappelle bien. En espérant qu'il ait lieu. Je te vois croiser les doigts. Effectivement, moi aussi, j'espère de tout cœur qu'il aura lieu et je pense que ça sera le cas. Je pense. C'est clair. Qu'est-ce que tu me conseilles en ce qui concerne la préparation de mes repas dans ce cas-là, pour un départ à 3 heures du matin? Le repas du soir, du coup, la veille? Ouais, le repas du jour même avant de partir. Avant de partir. Alors, c'est vrai que là, pour un repas où on est vraiment sur un repas et pas forcément un petit déjeuner, on peut tout à fait partir sur... toujours avoir la même base en tête, cette base de féculents, en ayant vraiment le volume qui est adapté en fonction de son appétit. Si on a très faim, c'est le féculent qui augmente dans l'assiette. Si on a moins faim, c'est le féculent qui diminue dans l'assiette. Donc ça peut être alors du riz. Moi souvent le riz, je suis pas une grande fan de riz, mais souvent les jours avant une course, c'est vraiment ça que je consomme le plus parce que c'est quand même très digeste. Ça convient à la plupart des personnes et c'est quand même ça apporte quand même plein de bonnes choses. Et vraiment pour le confort digestif, c'est vraiment Mais pas le riz pour moi complet. l'aliment phare. Le riz, alors pas complet, le riz blanc là pour le coup. Le riz blanc, on est vraiment sur un apport en limiter les fibres. Donc on est plutôt sur du riz blanc, du riz type basmati ou du riz thaï, c'est très très bien. Ou sinon ça peut être des tagliatelles, ça peut être du boulgour, ça peut être du sarrasin, ça peut être des pommes de terre en robe des champs, des choses comme ça, ou de la purée maison, toujours. On met une bonne matière grasse de qualité, donc plutôt si on assaisonne, on met plutôt une cuillère à soupe d'huile de colza ou de lin ou de noix. On rajoute ça sur si on a des légumes cuits en accompagnement de notre féculent, on peut mettre ça sur les légumes cuits. Sinon, ça peut être avec les féculents. Une protéine animale, donc ça peut être du poisson, donc plutôt du poisson blanc. On va éviter les saumons, les poissons un petit peu plus gras qui peuvent être un petit peu plus longs à digérer ou qui peuvent rester un petit peu sur le ventre, même si au quotidien c'est très intéressant, ou en récupération en tout cas ça le sera. Sinon ça peut être une viande maigre, du blanc de poulet, ça peut être de la dinde, ça peut être une viande de porc, ou alors des œufs, c'est toujours aussi très digeste et très intéressant. Et puis on peut avoir, comme je disais, un petit apport en légumes cuits, donc les légumes que j'ai cités,
bien cuit ou alors une soupe de légumes pour vraiment si on a du mal à manger des féculents simples comme ça. On évite un petit peu toutes les sauces, l'ajout de choses qui peuvent, les épices, trop d'épices, l'ail, l'oignon qui peuvent être aussi difficiles à digérer. Et puis les desserts, ça peut être une tarte aux fruits maison, ça peut être un coulis de fruits avec un fromage blanc, une faisselle, ça peut être un laitage sucré. Ça fait tout à fait l'affaire, mais on évite un petit peu les desserts. Si on est au restaurant, on évite un petit peu les desserts trop riches et en tout cas industriels. On va plutôt aller vers du traditionnel et du simple. C'est plus adapté. Eh ben, c'est parfait Manon, merci beaucoup. En tout cas, c'était très clair. Je pense qu'on a balayé quand même pas mal de choses, tout en essayant d'être le plus compréhensible, et ça a été une vraie réussite. Merci énormément Manon. Maïté, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou poser une dernière question? Non, c'est tout bon pour moi. C'est tout bon pour toi. Bon, je te remercie d'avoir participé. Avec ça, Maïté, tu vas pouvoir carburer pour la saison qui s'annonce là. Ça va être chouette. Voilà, pour l'UT4M Chartreuse. Voilà. Il y a des beaux objectifs en vue là, dis donc. Et toi, alors, c'est quoi tes objectifs, ce sont lesquels pour toi, Manon? Ah pardon, excuse. Alors moi, je devais faire la Pyramenta avec une amie, mais voilà, il y a eu pas mal de changements de date, de calendrier, donc pour elle, ça jouera pas, donc j'ai aussi revu mon calendrier. Donc je vais aller à Monténard sur le trail long de Monténard. Pour aussi tenter peut-être une expérience. Alors pour moi c'est pas du long, vraiment 65 km ça va être du rapide, mais bon, il faut avoir aussi plusieurs cordes à son arc, et puis il faut aussi sortir de sa zone de confort. Donc je vais me tester sur ce profil-là, et avec aussi une belle concurrence, donc ça va être intéressant. Alors après j'ai la TDS qui est mon gros objectif de saison. Donc ça, c'est quand même un gros morceau. Et après, on verra selon la saison si je vais à Transvulcania ou si il y a d'autres choses qui peuvent se profiler, ça serait super. L'automne est encore loin, et en même temps, on va essayer de vivre au jour le jour maintenant et arrêter de se projeter, parce que on vit de illusion en désillusion depuis quand même 2 ans, et je pense que c'est important d'être un peu plus connecté à l'instant présent. C'est bon de rêver aussi parfois quand même, ça fait du bien. De se réimaginer sur des événements tels que ceux-ci. Merci beaucoup, on espère, on va certainement peut-être se croiser fin août sur l'UTMB, parce que moi je serai sur l'OCC, donc ça sera cool de se voir en vrai, parce que finalement on s'est toujours pas vu en vrai. Avec plaisir, pour partager un bon moment, une bonne bière à l'arrivée avec toi. C'est cool. Et Maïté, toi ce sera donc sur l'UT4M, alors tu disais? Oui. Super, et tout bon pour ton objectif, Maïté. Ouais, merci. J'ai toutes les clés en main maintenant. Avec les infos que Manon nous a données, on n'a pas de doute là-dessus. En tout cas, n'hésite pas si tu as besoin d'un petit peu plus de choses spécifiques à toi, c'est avec plaisir. Merci, j'hésiterai pas. Merci à toutes les deux. C'était très très sympa, on a appris plein de choses. Il me tarde de faire un nouvel épisode sur un nouveau sujet, donc qu'on déterminera par la suite. Mais en tout cas, c'est toujours très clair, très concis, et plein d'enseignements. Donc merci beaucoup Manon pour tout ça. Merci à toi. Après, je dis pas que je sais tout, c'est grâce aux échanges et à l'expérience de chacun. De toute façon, peut-être que ce que je dis maintenant et dans 10 ans, on dira complètement différemment, mais bon, en tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger de nos passions communes, et je vous dis à bientôt. À bientôt, merci à toutes les deux, passez une excellente soirée, et Maïté, aussi. Merci beaucoup encore une nouvelle fois pour ton soutien, merci beaucoup. Pas de souci, avec plaisir. Allez, Nicolas. Salut bonne Manon. Soirée et à très bientôt. Et voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Manon et de Maïté, que je remercie toutes les deux, et j'espère que vous avez appris pas mal de choses sur ce sujet. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try le podcast. Je vous invite également à vous inscrire à la newsletter mensuelle que j'envoie tous les mois, dans laquelle il y a les invités à venir et les backstage de l'émission.
Et puis si vous souhaitez supporter, soutenir, faire en sorte que le LTP dure le plus longtemps possible et soit le plus indépendant et autonome possible, eh bien je vous invite à nous rejoindre sur patreon.com/Let's Try le podcast. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP et d'ici là n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut.